Bonjour à tous et bienvenue sur le Mug Now Tech. Ce matin, on va parler d'Instagram pour les enfants. Est-ce qu'on est pour ou contre? Spoiler, on est plutôt contre. On parlera bien sûr de plein d'autres news tech. Nous sommes le 19 avril 2021 et on démarre tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. On remercie déjà Bogia68 pour son sub, Laclo également pour son sub. Merci SCH3442 également pour ton Prime, Phil124 pour ton Prime. Et Samuel, merci Samuel aussi pour ton sub. Niveau 3, 13 mois, Samuel, toujours avec nous. Heureusement que tu es là, Samuel. Hein, que serait l'émission sans toi? Merci beaucoup à tous. J'espère que vous avez passé un très très bon week-end. On attaque tout de suite de quoi on va parler ce matin. Je vais vous montrer ça. On va commencer avec arrêter de cibler les enfants. Une pétition appelle Facebook à renoncer à Instagram Kids. Ça fait quelques jours que ça traîne cette histoire, on ne l'avait pas encore abordée, donc ça va être ce matin. On va également parler du tous anti-Covid carnet, ce qu'on sait du pass sanitaire. Les choses vont se préciser aujourd'hui, mais on va en parler avant. Le pass sanitaire qui est testé sur l'application française. On parlera également d'Amazon qui annule son jeu sur l'univers du Seigneur des Anneaux. On parlera également des fêtes. Et oui, des fêtes qui n'ont pas lieu, mais les fêtes clandestines. Les proprios se tournent vers la surveillance sonore. On parlera de la surveillance sonore dans les Airbnb et autres locations de meublés court terme. On parlera bien évidemment de notre sponsor favori, ExpressVPN, l'accès illimité dans le monde entier. Et nous aurons une tartine, parce qu'on va débattre justement. On va profiter du go de la NASA pour le départ de Thomas Pesquet vers l'ISS avec SpaceX pour reparler un petit peu de l'espace, sujet qu'on n'aborde pas très souvent, peut-être pas assez souvent dans l'émission. Et justement, on parlera de plusieurs choses, de l'interview de Thomas Pesquet dans Popcorn, et on parlera aussi de votre intérêt général pour l'espace dans cette tartine. Voilà un petit peu pour le programme du jour. J'espère qu'il vous va. Il n'y en a pas d'autres. Et je lance tout de suite le Kawa. Et le Kawa, on va commencer effectivement par un sujet hautement polémique. Alors, c'est vrai que j'ai titré Instagram Kids pour ou contre. On va même pas faire de sondage. Je pense que tout le monde est contre. Mais on va essayer d'expliquer. On va essayer quand même de faire les avocats de la défense, un petit peu, ne serait-ce que pour avoir le sujet en complet. Rappelez-vous, en 2018, il y avait déjà eu ce débat avec l'arrivée de Messenger Kids, une coalition de pédiatres, d'universitaires, de psychologues et de psychiatres et de médecins avait signé une lettre ouverte enjoignant Facebook à renoncer à Messenger Kids, les jeunes enfants n'étant simplement pas prêts à avoir des comptes sur les réseaux sociaux, écrivaient les experts soutenus par diverses organisations qui avaient rejoint l'appel. Aujourd'hui, cette même démarche est lancée, cette fois pour contrer les projets de Facebook autour de Instagram Kids. Il a été découvert courant mars que le réseau Facebook, donc Instagram, explore une version taillée pour les enfants de son réseau dédié aux photographies. Compte tenu du public visé et de la législation américaine, des règles plus contraignantes et un contrôle parental plus soutenu sont prévus. Donc, l'idée, c'est de créer un Instagram Kids, une bulle beaucoup plus protégée que Instagram actuel. Hostile à cette perspective, une initiative Campaign for Commercial Free Childhood, dont l'objectif est de combattre les initiatives commerciales et marketing ciblant les mineurs, est montée au créneau. C'était déjà elle qui, en 2018, s'était mobilisée pour dire tout le mal qu'elle pensait d'un Messenger Kid, qui n'a d'ailleurs pas vu le jour, estimant que les moins de 13 ans n'étaient pas encore prêts pour les interactions en ligne. Je cite, « Ils ne sont pas assez âgés
pour s'y retrouver dans la complexité des relations en ligne, qui sont souvent à l'origine de malentendus et de conflits, même chez les utilisateurs les plus matures. Ouais, on en a tous fait l'expérience. Instagram est conçu pour que les utilisateurs vérifient constamment leur appareil et encouragent le partage excessif d'informations personnelles. L'accent est mis par Instagram sur le partage des photos et l'apparence idéalisée rend la plateforme particulièrement inadaptée aux enfants qui sont au milieu d'étapes cruciales du développement de leur sens du soi. Alors, pour expliquer un petit peu, effectivement, Instagram est basé sur quoi? Instagram est basé, vous avez déjà vu tous les documentaires derrière les écrans de fumée, etc. Effectivement, Instagram, par plein de petits codes liés à nos frustrations, etc., apporte en son sein les graines de l'addiction. Je sais pas quoi faire, j'allume Instagram, je swipe, je swipe, je swipe, je swipe, je like, je swipe, je swipe, je swipe, je like, voilà. On a tous plus ou moins connu ça, et la vacuité d'ailleurs de ça, et l'impression de vide qu'on a après une session Instagram, ça veut pas dire que c'est tout noir. Je veux pas faire mon anti tout. Déjà parce que j'ai été un des premiers à adopter Instagram. En France, c'est un réseau que je trouve génial par certains aspects, beaucoup plus intéressant que d'autres réseaux sociaux parce qu'on partage des émotions et non pas des mots, puisque voilà, on partage des images, donc qui peuvent être compris universellement. C'est vrai que assez rapidement, Instagram a pris des travers liés à un certain type de contenu, un narcissisme exacerbé. On ne pouvait pas s'attendre à autre chose, hein. Le narcissisme étant un problème vieux comme Narcisse. Enfin, un problème. En tout cas, un rapport qu'on a à soi-même. Là, on a voilà construit un moteur en plus avec les likes. Voilà, il y a tout pour l'addiction. Et puis, il y a effectivement la question plus psychologique du rapport à son image. Et chercher dans un réseau comme Instagram la validation de soi. Je fais des selfies, je vous montre ma vie, vous la likez, vous validez ma vie. Jérôme mange un steak végétal en story le week-end, si vous avez regardé mon Instagram. Alors remarque, c'est ça que j'aime bien dans les stories, il n'y a pas de like. Donc ça, c'est un truc que j'aime beaucoup dans les stories, c'est qu'il n'y ait pas de like dans les stories. C'est pour ça que j'ai tendance presque plus à faire des stories. Non, peut-être pas, mais on va dire au quotidien, je suis plus story que poster des photos. Donc c'est une validation de la vie. Ce qui peut être très délicat pour des enfants de moins de 13 ans, c'est que c'est des âges de construction du soi. Enfin, on va pas faire de la psychologie ou du dolto de cuisine, mais on le sait, cette adolescence, préadolescence est un moment où l'estime de soi, le regard qu'on porte sur soi est extrêmement sensible. De soumettre à la pâture et à la vindicte populaire votre visage à cet âge-là, avec des gens qui vont faire like, ah non, t'es moche en fait. Ah, t'es trop jolie, ah, t'es moche, machin. C'est des trucs qui peuvent être extrêmement perturbants dans le développement de l'enfant. Un des arguments, faisons un petit peu les avocats de la défense. Voilà, je mets mon... Voilà, c'est quoi leur cravate? Comment ça s'appelle les avocats? C'est en Angleterre qu'ils mettent de la fourrure. Bref, je mets ma robe d'avocat, voilà. Je mets ma robe d'avocat de la défense. Et on va parler un petit peu de la défense de Facebook autour d'un Instagram Kids. L'un des arguments qui peut être avancé en faveur de cette plateforme, c'est de dire que de toute façon, les enfants de moins de 13 ans sont déjà là. Et on le sait, c'est un secret de Polichinelle. Que ce soit YouTube, tous les réseaux sociaux, il y a plein de gamins de moins de 13 ans qui ont des comptes 21 ans, qui ont des faux comptes. Donc, compte tenu de cette réalité, autant s'y adapter, trouver un moyen de les placer dans un cadre plus adéquat et protecteur, y compris protecteur juridiquement pour Facebook. C'est le fond du problème. Facebook sait très bien qu'il y a des enfants qui regardent Instagram et que ça lui pose des problèmes juridiques, des gros problèmes juridiques et des problèmes vis-à-vis des annonceurs. Parce qu'on le sait, hein, les publicités pour enfants sont sérieusement encadrées et sont sérieusement peu efficaces. À moins de vendre des Haribo ou du Fanta, il n'y a pas grand-chose qu'on puisse vendre aux enfants directement. Alors c'est des influenceurs pour les parents, mais le problème, je vous l'ai souvent dit, des enfants et même des adolescents, c'est que c'est pas des secteurs qui intéressent énormément les publicitaires. Parce que ce ne sont pas les décideurs
de l'achat. Je suis d'accord qu'il y a des enfants qui peuvent... Hein, papa, achète l'Audi, là, qu'on a vu à la pub. Mais c'est un petit facteur en publicité, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et le marché des jouets, des bonbons, des confiseries et de tous les produits à moins de 20 euros que peuvent s'acheter les enfants, il n'est pas si grand que ça. Donc ça, c'est un problème pour Facebook, c'est qu'il aimerait bien éloigner en fait les enfants, en tout cas les mettre dans une bulle protégée. Comment inciter des enfants de 13 ans qui ont des comptes d'adultes, qui ont ouvert un compte, bah déjà en sensibilisant les parents, en faisant de l'incentive aussi pour les enfants, en les incitant à ouvrir des vrais comptes enfants, et également en faisant du contrôle d'identité, du contrôle d'âge. Ça, on sait que c'est des sujets délicats et difficiles sur Internet. Donc en fait, l'argument principal de Facebook, c'est de dire les enfants sont déjà là, mettons-les dans un cadre protégé. Ça tient pas vraiment debout, monsieur le procureur. Alors, j'enlève ma robe d'avocat de la défense, je mets ma robe de l'accusation. L'argument est hautement contestable. Pourquoi Déjà, ça sera très difficile de faire migrer les enfants d'un faux compte adulte qu'ils ont créé vers un vrai compte enfant. Il faut trouver les incentives, enfin les incitations à le faire, mais c'est vraiment pas évident. Parce qu'il y a plein d'autres services sur Internet également où les mineurs sont interdits, les moins de 13 ans sont interdits, YouTube en premier, et les gamins, ça fait belle lurette qu'ils ont des comptes d'adultes pour regarder YouTube, ils vont pas le changer comme ça, quoi. En plus, un des problèmes, c'est qu'en créant justement un Instagram Kids, c'est finalement une sacrée incitation pour les enfants qui n'avaient pas, les quelques enfants qui n'ont pas de compte Instagram, c'est aussi les pousser à ouvrir un compte Instagram. Alors les habituer à Instagram pour en faire des bons moutons Instagram adultes, les entraîner à faire du like, ce genre de choses, je suis très cynique. Mais voilà, donc vos arguments, monsieur Facebook, en faveur d'un Instagram Kids ne tiennent pas vraiment la route. Et là, je me retourne un petit peu vers le chat. Jérôme le transformiste, qu'est-ce que le chat est en train de raconter cigarette électronique, très bon argument. On parle vraiment de contrôle sur un Internet, ça n'existe pas. Alors, on sait qu'il y a des possibilités quand même pour faire un contrôle d'âge. Ça risque de poser des problèmes sur la vie privée, il faut qu'on fasse attention. Mais on rentre dans un débat beaucoup plus global et beaucoup plus compliqué de l'identité sur Internet. Il y a du pour, il y a du contre, il y a des dangers, beaucoup de choses. C'est peut-être aux parents de jeter un œil et d'être vigilants sur l'enfant. Oui, mais là, tu es en train de me dire qu'on peut faire ce qu'on veut dans l'environnement. Tout repose sur les parents. Peut-être qu'il faut aider un peu les parents aussi, en ne créant pas des environnements toxiques pour les enfants à tout bout de champ. Voilà, je suis d'accord, il y a beaucoup de responsabilités des parents, mais on ne peut pas tout faire reposer sur les parents non plus. C'est la charge d'une société aussi de créer des interdits et de protéger ses enfants. C'est notre rôle en tant que société. Quid de YouTube Kids qui prépare les enfants à YouTube? Oui, mais de toute façon, c'est un problème assez global et on l'a déjà abordé avec YouTube Kids. En fait, il y a une nécessité parce qu'on s'aperçoit bien qu'il y a des problèmes que les enfants aient accès au même contenu que les adultes. C'est un problème. Comment faire à partir de là? On le sait aussi, et ne soyons pas cyniques parce que c'est la réalité, que ça pose un vrai problème à ces sociétés économiques. En fait, les enfants regardent beaucoup de contenu et rapportent très peu d'argent. Et je vous le dis, hein, c'est ce qui me gêne là-dedans. C'est qu'en fait, Facebook, d'un côté, va dire on va faire Facebook Kids pour protéger les enfants, mais nous, on sait très bien, parce qu'on connaît le marché publicitaire, que c'est aussi pour éloigner les enfants afin d'avoir un meilleur marché publicitaire avec les adultes. C'est en fait une certaine façon de faire la grosse serpe du ciblage aussi. On n'a qu'à crever les yeux des enfants. Je...
Comment on fait pour changer de chatroom? C'est où le bouton? Euh, ma chatroom me dit n'importe quoi. Perso, j'aime pas Instagram et pour moi, et comme Disney, tout beau, doux, mignon en façade et quand tu creuses un peu, ça sonne faux. C'est clair, Instagram. Alors après, n'attendons pas d'Instagram ce qui n'a jamais été. Les gens qui me disent ouais, mais tout le monde ment sur Instagram. Bah oui, mais à ce moment-là, on va faire un peu de rhétorique. Est-ce que dans vos albums de famille, il y a la vérité? Est-ce que vous avez tous connu aussi les légendes familiales qui se construisent à partir de photos? Ah oui, ça c'était le fameux barbecue, on était tellement heureux, tu te souviens, machin. Mais tout le monde a oublié qu'en fait, ça allait pas, papa et maman s'engueulaient dans la voiture. Enfin, voilà, on idéalise à travers des images sa vie. Tu vas pas te montrer en train de faire caca, tu vas pas te montrer en train de déprimer. Alors, il y en a qui le font, mais bon, on va dire c'est les exceptions. Mais globalement, tu vas toujours présenter une vie idéalisée. C'est pas la vraie vie Instagram que tu montres. Mais justement, c'est là encore les dangers pour les enfants. Les enfants n'ont pas ces filtres-là. Pokémon poste des photos d'elle sur Twitter en train de pleurer. Oui, alors, ok. Ça fait partie des stratégies d'influenceurs aussi. Hein. La photo de moi en train de pleurer, machin, etc. Mais au même titre que les influenceurs ne sont pas vos amis, et je ne suis pas votre ami, la vie des influenceurs que vous voyez sur Instagram n'est pas leur vraie vie. Et ce que vous voyez par exemple sur mon Instagram n'est pas ma vraie vie. C'est que des faux décors, je me détourne au Photoshop, je ne suis jamais allé en Grèce, je suis jamais allé en Croatie, je suis jamais allé au Vietnam, c'est des vacances, c'est complètement fake, c'est fait ici à l'atelier, hein. C'est tout. Mais bien sûr que la télé, c'est pas la réalité non plus. Mais la télé, on avait peu de doutes que c'était la réalité. Le problème des réseaux sociaux et notamment de l'approche influenceur des réseaux sociaux, c'est de vous faire croire que c'est les vies qu'ils ont. Euh, Jérôme, tu es virtuel. Ah ah, grande question. Jérôme, il est en vacances en fond vert. Ouais, c'est exactement ça. Enfin, j'espère que les enfants de 8 ans n'ont pas accès à un téléphone sans la surveillance des parents. Tu vois, faut pas toujours blâmer les parents. Un enfant, c'est difficile. Les parents ici vous le diront. Empêcher complètement à un enfant l'accès à tout ça, c'est pas si facile. Il attend toujours que vous ayez le dos tourné, c'est pas facile. Ah oui, oui, moi quand je me mets au vert, en fait, c'est que je me mets au fond vert, c'est exactement. Euh, c'est aussi la faute des parents de leur filer un iPhone à 10 ans. Sois pas manichéen sur Newt. C'est pas, je sais pas si t'es parent ou pas, mais c'est pas facile des enfants déjà de base. C'est pas facile. C'est vachement autonome comme truc. Il n'y a pas de bouton off. C'est constamment en alerte et ça cherche constamment à faire des trucs dans ton dos. À quand une photo de toi, Jérôme, devant un PC en pleurs? Non mais alors, mais je l'ai déjà fait. Regardez mes vignettes. Vous croyez vraiment? Regardez la dernière vignette du highlight du mug qu'on a fait. Je suis comme ça. Vous croyez vraiment que c'est la tête que je fais quand je découvre la news? Ou quand je fais je réfléchis. Oh, je suis triste. Eh non, c'est de la commedia dell'arte. Mais c'est pas grave. C'est du théâtre, c'est du showbiz. Mais je pleure pas vraiment hein, quand je suis comme ça sur une photo. Hein. On est même obligé de m'ajouter des fausses larmes. Euh, Acteur studio sur 20, ouais. T'es resté combien de temps dans les cours Florent, Jérôme? Mais c'est surtout les gosses qui disent Papa Samuel ou Sylvia, ils ont un portable ou un iPad. C'est dur, mais on tient bon. Ouais, non, mais en plus, leur environnement a peut-être accès. Enfin, c'est difficile. Et puis se pose aussi toute la question par rapport aux enfants. Est-ce qu'il faut pas non plus. Est-ce qu'il faut les empêcher? Alors, ça dépend des âges, je pense, mais empêcher jusqu'à 18 ans d'avoir un smartphone, est-ce que c'est les préparer au monde dans lequel ils vont vivre? Je sais pas.
Et alors franchement, je me permettrai jamais de donner des conseils d'éducation aux parents. Mais jamais. Il n'y a rien de plus détestable que les gens qui font la morale aux autres. Donc ça, jamais, quoi. Euh, c'est dommage qu'on ait normalisé le fait de donner aux plus jeunes l'accès aux technologies. Ben, en même temps, c'est le monde dans lequel ils vont habiter. La technologie va être très étroitement liée, et encore plus qu'on ne le croit, à leur vie. Donc, tu sais, alors là encore, hein, on va faire les vieux cons, mais à l'époque où on a inventé le téléphone, je suis certain qu'en faisant un peu de recherche sur Internet, vous allez trouver des articles sur la dangerosité du téléphone pour les enfants. Et ils n'avaient pas complètement tort. Il y a des trucs, est-ce qu'on doit laisser un enfant avoir accès au téléphone Voilà. Télévision, pareil. Moi, je viens de la génération où la télé pour les enfants, oh là là, les bastons avec mes parents, la guerre, c'était la guerre pour la télé, quoi. Moi, j'ai connu chez... Ou alors je sais plus si... Mais j'ai connu chez certains de mes amis des meubles télé qu'on fermait à clé. Et alors, on allait piquer la clé. Enfin bon, bref, comme tous les gosses, quoi. Et ils avaient pas complètement tort. Regardez, la génération télé, ce que ça a donné, quoi. C'est pas génial. Euh, Attendez, il y a des messages qui sont mis en avant. J'y vois rien là en fait. Je sais pas ce qui s'est passé. Attention, juste, je le dis, pour les messages mis en avant, ne prenez pas l'option modérateur. Parce que là, vous allez vous faire ban tout de suite. Il y a une option dans la mise en avant de vos messages, c'est une option pour les modérateurs, c'est réservé aux modérateurs. Je sais pas si c'est ce qui s'est passé, mais j'ai cru voir un truc. Mais faites gaffe à ça. Euh, Moi, la première fois que j'ai eu un téléphone, c'est quand j'ai commencé à rentrer tout seul de l'école. Ouais, après, il y a les questions de sécurité, quoi. On parle, mais personnellement, à 13-14 ans, j'étais sur Facebook et c'était n'importe quoi. Ce débat existait déjà et je pense que ça existera, peu importe les actions. Oui, tout à fait. Euh, Merci, Monster. Alors, voilà. Merci Monster Dra pour ton sub. Merci Christophe Champagne pour ton prime. Merci Yotsu 974 pour ton prime. Merci Neo 9256 pour ton prime. Le Genevois aussi, merci pour ton prime. Merci Sloan Fardel. Et merci Ben Vangui également pour ton sub. Merci à vous. Voilà, en tout cas, Facebook Kids, je vais même pas faire un sondage. Facebook Kids. Instagram Kids, je vais même pas faire un sondage. Parce que je crois qu'on est d'accord pour dire qu'on est plutôt contre, quoi. Ça va trop loin. Ça va trop loin, ces histoires. Allez, on continue. On parle d'anti-Covid. Ça va trop loin aussi. Ça va trop loin. On va parler justement d'anti-Covid et ce qui risque de se passer avec anti-Covid. Vous savez, tous anti-Covid, c'est l'application qu'a lancé le gouvernement. On en a beaucoup parlé. Un échec, un gouffre financier, etc. C'est pas ce sujet-là qu'on va aborder, mais c'est plutôt l'implémentation du pass sanitaire dans l'application tous anti-Covid. L'objectif de tous anti-Covid-carnet semble être que chaque utilisateur de l'application Tous Anti-Covid puisse consigner à l'intérieur de ce carnet des informations sur son statut sanitaire. Selon les premières informations diffusées par le secrétariat d'État chargé de la transition numérique et des communications électroniques, il pourrait contenir une preuve de test négatif ou positif certifié. Vous pourriez avoir dans votre application Tous Anti-Covid et également une attestation certifiée de vaccination. Calmez-vous. Je sais comment ça va partir dans la chatroom, j'ai même pas besoin de la lire. À court terme, cette nouvelle fonctionnalité de l'application Tous Anti-Covid permettra notamment de faciliter les déplacements entre la métropole et les territoires ultramarins et la Corse. Puis vers les autres pays de l'Union européenne. Donc le premier objectif, avant que vous me sortiez « Ah, mais on ne pourra plus aller au cinéma », le premier objectif, c'est le passage des frontières, qui est un problème délicat. On ne va pas rentrer dans l'actualité en ce moment, mais c'est délicat.
c'est délicat et on parle effectivement de passeports vaccinaux pour faciliter effectivement l'accès à tel ou tel pays, on va dire cet été. L'application Tous Anti-Covid, aujourd'hui, elle a été téléchargée 14,76 millions de fois, ce qui est relativement faible, à la date du 19 avril 2021, ce qui correspond à un adulte sur trois en France. C'est pas si mal, mais c'est qu'un adulte sur trois en France. Tous Anti-Covid aujourd'hui a envoyé 171 000 notifications à des utilisateurs potentiels cas contact en 9 mois pour 275 000 personnes qui se sont déclarées positives dans l'app. Donc, c'est pas un échec total, c'est pas une énorme réussite. On le savait, on en a parlé il y a un an, Tous Anti-Covid, son succès dépendait du taux d'adoption. La campagne de marketing de Tous Anti-Covid a été particulièrement foireuse, on peut le dire, qui a créé énormément de défiance envers cette application. Je pense que ce qui lui a un peu redonné de l'usage, c'est de pouvoir faire nos attestations dans Tous Anti-Covid. Mais bon, c'est pas un franc succès. Est-ce que c'est le meilleur endroit pour mettre des informations vaccinales ou de tests PCR positifs ou négatifs? Je pense que oui. Ne multiplions pas, ne cédons pas à la tentation française de créer une application par usage. Au moins, ça renforcera le taux d'adoption de Tous Anti-Covid. Elle n'est pas géniale, cette app, on est d'accord, elle ne communique pas avec les systèmes Apple et les systèmes Google, on en a déjà parlé, mais c'est ce qu'on a. Donc autant l'utiliser à fond. Je crois que l'État a claqué pas mal de notre argent pour cette application, autant qu'on l'utilise jusqu'à la corde. Et justement, qu'on en arrive jusqu'à la corde. Si vous ne l'avez pas vu, je vous incite à regarder sur la chaîne la vidéo qu'on a fait sur la santé connectée. Bon, on a changé le titre parce qu'on s'est vraiment fait démolir par l'algo de YouTube sur cette vidéo, qui n'avait pas du tout aimé le titre original, mais je vous donne quand même le titre original de cette vidéo. C'était Santé connectée, révolution ou dictature. Pas du tout une vidéo conspirationniste sur la dictature sanitaire, mais qui exposait les dangers justement et les avantages également d'une santé plus connectée. Bon, on a changé le titre, on a mis quelque chose de plus soft. Pour essayer de voir si l'algo YouTube nous laissait passer. Mais voilà, c'est pour ça que j'en fais la promotion de cette vidéo. C'est que l'algo YouTube nous a vraiment punis sur cette vidéo et il vous l'a pas beaucoup recommandé. Donc, je sais que beaucoup de gens ne savaient même pas qu'on avait fait cette vidéo. Donc, je vous invite à la regarder parce que, en toute humilité, il y a des débuts de réflexion justement sur les limites. Qu'est-ce qui peut être intéressant dans un pass sanitaire? Qu'est-ce qui peut nous servir et qu'est-ce qui peut nous asservir? Et parfois, la frontière est mince. Aujourd'hui, manifestement, le gouvernement est en train, en tout cas pour l'instant, dans un premier temps, de complètement oublier des velléités d'utiliser un espèce de pass sanitaire pour les accès restaurants, cinéma. Pourquoi? C'est simple. Aujourd'hui, la campagne de vaccination, elle fait ce qu'elle peut, mais pour l'instant, il n'y a que des vieux qui se font vacciner, globalement. Il n'y a que des vieux. Donc aujourd'hui, là, demain, le mois prochain, le gouvernement dit « Vous pouvez aller au resto, vous pouvez aller au ciné si vous avez le vaccin ». C'est pas cool pour les jeunes du tout. Et ça va très très mal se passer. Donc, il est évident que le gouvernement ne mettra pas ce type de réouverture conditionnée à un accès parce que vous avez eu un test PCR ou un test ou le vaccin, tant que la vaccination, tant que les jeunes ne seront pas en vaccination. Voilà. Ce qui risque d'être cet été, à la rentrée. On va pas rentrer dans la confiance dans le vaccin, c'est un autre sujet, c'est un sujet complexe. Moi, je vous dis qu'une chose, regardez les statistiques. Je sais, on a tous plus peur quand on monte dans un avion que dans une bagnole, mais il y a un moment, il faut regarder les statistiques. Les risques que vous avez dans un avion sont bien moindres qu'une voiture. Je fais cette hyperbole pour éviter de parler des risques du vaccin par rapport aux risques que vous encourez en ayant le Covid. Voilà, je dis ça, je dis rien, c'est mon opinion, vous êtes libre de pas la partager. Voilà. Guillaume Slash vient de verser 4000
NT Coins au défi This is the way. Mais quel est ce défi This is the way? J'en sais rien, moi. Juste, pour les gens, je vous dis une chose. Vous pouvez très bien dire aux autres que vous êtes vacciné ou pas vacciné. N'oubliez pas que quand même le fait d'être vacciné ou pas vacciné, c'est un secret médical aussi. Vous n'êtes absolument pas obligé de dire à qui que ce soit que vous êtes vacciné ou pas. Et moi, c'est ce qui me dérange fondamentalement dans cette histoire. Il y a quelque chose, et c'est ce que j'ai essayé de dire dans ma vidéo, il y a quelque chose d'hyper intrusif. Alors, tout dépend comment les contrôles se feront par des codes barres anonymisés, etc. Mais par exemple, moi, je n'ai pas à vous dire si je suis vacciné ou pas. Ça vous regarde pas. J'ai pas à vous dire si j'ai des problèmes de santé ou pas. Ça vous regarde pas. Le secret médical, comme on l'a montré dans la vidéo, le secret médical existe depuis que la médecine existe. En tout cas, depuis le serment d'Hippocrate. Et un des serments d'Hippocrate, c'est la confidentialité. Donc, c'est très fortement lié. Et c'est ça qui peut être quand même problématique. Bien sûr, c'est pour le bien des populations et c'est pour protéger les autres. Mais les problèmes de vie privée, quand on touche au médical, il n'y a personne qui viendrait oser me dire « mais j'ai rien à cacher ». Est-ce que quelqu'un est capable de me dire, là, pas juste par provoque, mais est-ce que quelqu'un peut me dire sciemment dans la chatroom « ah mais moi au niveau médical, je n'ai rien à cacher ». Rien du tout à cacher. Je peux tout vous dire. Là, vous voyez que la vie privée, elle a une importance quand même quand il s'agit du médical. Non, mais c'est pour ça, vous voyez, l'argument « je n'ai rien à cacher », si quelqu'un vous sort ça dans une discussion, lui faites même pas les grands trucs, les grands trucs, si t'as rien à cacher, liberté de parole et tout. Tu dis juste « t'as rien à cacher ?» Ok, ben donne-moi ton dossier médical, je veux tout savoir sur toi. Tu me dis tout au niveau médical, je veux tout savoir. Attention à vos messages à caractère sexuel. Voilà, je vois un message qui vient de se faire modérer. Avec le numérique et les trucs à cacher, mais voilà, ça va trop vite la chatroom, j'arrive pas à lire. L'ADN est un secret médical et pourtant la police y a accès. Mélange pas tout. D'abord, la police n'a pas un accès illimité à l'ADN de tout le monde. Il faut déjà être fiché. Enfin, balancez pas des grandes phrases comme ça. C'est exactement comme l'empreinte digitale. D'abord, il y a une question d'être fiché à la police avant qu'ils aient accès à tout ça. Ben, normalement, un arrêt de travail, t'as pas à donner la raison à ton patron. Normalement. Je vois bien la scène au resto, monsieur, je vous sers pas. Bah, justement, allez voir la vidéo que j'ai faite parce que je parle d'une BD où les médecins et la sécurité sociale ont pris le pouvoir en France. C'est une BD des années 70 et c'est exactement ça. Être vacciné, c'est quand même pas la même chose que de souffrir d'une pathologie. Oui, mais les frontières sont minces. Les frontières sont minces quand même. Et il y a des possibilités de population à plusieurs vitesses. Ah, vous n'avez pas votre carnet de vaccination? On ne sait pas quelles sont les pathologies qui nous attendent demain aussi. Il y a des dangers. Je ne dis pas que tout soit négatif. Je ne suis pas contre le pass. Je dis juste qu'il faut bien que ça soit encadré. Il faut que ça soit limité dans le temps. C'est exactement comme les situations d'urgence. Ça ne peut pas devenir la norme. C'est ça qui est dangereux. En tout cas, je vois que c'est un sujet qui vous intéresse. Vu le défilement, le défilement du chat, ça va assez vite. On continue, on va parler de quelque chose d'un petit peu plus léger. Quoique,
Amazon annule son jeu dans l'univers du Seigneur des Anneaux. En développement depuis plus de 2 ans, le projet a été annulé suite à un différend avec le géant chinois Tencent. Rien ne va plus pour Amazon dans le secteur du gaming. C'est vrai que c'est un gaming. Amazon a vraiment du mal. Bon, ils ont Twitch pour le gaming, mais côté jeu, ils ont un petit peu du mal. Échec commercial de leur jeu The Grand Tour, l'un des plus mauvais jeux de course automobile de ces dernières années. Ils vont pas avec j'ai même pas entendu parler de ce jeu de Grand Tour, mais je crois que ça a été une catastrophe. Amazon a aussi annoncé l'annulation d'un projet ambitieux. Et ça vous souvenez, c'était leur FPS Crucible. Crucible a été crucifié, annihilé, exterminé. C'est aujourd'hui au tour d'un autre gros titre d'être enterré, puisqu'après plus de 2 ans de développement, Amazon Game a choisi de débrancher son projet du MMO, du PORG, du MMO dans l'univers du Seigneur des Anneaux. Selon le journaliste Jason Schreier, un différend entre Amazon et le groupe chinois Tencent serait à l'origine de cette décision. Amazon Game développait un jeu en collaboration avec Liu Technology, une entreprise qui entre-temps était rachetée par le groupe Tencent. Le géant de l'e-commerce aurait bien tenté de trouver un compromis avec Tencent sans jamais y parvenir. Amazon aurait alors décidé d'annuler purement et simplement le projet. Le Seigneur des Anneaux était un des projets les plus ambitieux de développement chez Amazon, côté gaming. Après Crucible, il s'agit d'un nouvel échec pour le géant américain qui avait investi des montants astronomiques pour tenter de percer dans le secteur du jeu vidéo. Tous les regards se tournent désormais vers New World. Dernier gros projet, MMO aussi, dernier gros projet de l'éditeur, dont la sortie a été récemment postponée de plusieurs mois, puisque maintenant la sortie de New World s'est annoncée le 31 août 2021. Et je suis assez hypé. Je connais quelqu'un qui a participé à la bêta, il m'a dit c'est pas mal quand même, New World. C'est prometteur. Mais effectivement, pour l'instant, Amazon, les jeux vidéo, ça leur réussit pas trop. Il faut savoir qu'Amazon développe aussi, bien sûr. Et Amazon, en parallèle, développe la série Seigneur des Anneaux, série qui coûte ultra cher. C'est la série la plus chère, même Game of Thrones à côté, c'est le budget de Friends, quoi. Ils ont Twitch, ça va bien quand même. Est-ce que tu connais beaucoup d'entreprises dans le monde où le patron arrive le matin? Les gars, ça va bien quand même. C'est pas tellement la peine qu'on cherche des nouveaux marchés ou qu'on vende plus de trucs. Moi, je dis ça va là. N'en faites pas trop. Wow, doucement, on freine. Au même moment que je suis en train de faire le sketch, je connais quelques entreprises françaises où ça se passe comme ça. C'est pas un gage de réussite. Mais est-ce que vous croyez sérieusement qu'une entreprise comme Amazon va s'arrêter en disant « C'est bon, on a assez d'argent. On arrête là. Stop. Pousse. » Une entreprise, et désolé pour l'analogie, mais une entreprise, c'est comme un requin. Si ça s'arrête de nager, ça coule et ça meurt. Procrastination Corp. Procrastination Inc. Les gars, pas trop là. Arrêtez de vendre des trucs là. Ouh là là. Ça va être chiant à la compta là, les nouveaux bénéfices là. Non, stop. Les entreprises françaises administratives, non. Non, je connais des entreprises. J'ai entendu dans une réunion, puisque vous savez que je travaillais dans la publicité autrefois, j'ai entendu dans une réunion un directeur produit me dire « Oula, non, mais ça, on veut pas trop en vendre. Ça va être compliqué. Ça va être trop de boulot. » Je l'ai vraiment entendu, quoi. Et là, t'as envie de dire « Oh putain. Tu veux faire de la pub pour un produit, mais tu veux pas trop en vendre. Oh putain. » Mais vous savez, dans mon métier, j'en ai entendu des vertes et des pas mûres. J'ai dû lancer alors c'était avant les smartphones, mais j'ai dû lancer un téléphone sans visuel, sans savoir ce qu'il faisait, sans savoir son prix, sans le voir. Mais on devait dire qu'il allait être vachement bien. Et on devait faire une campagne d'affichage.
Merci le brief. Pour le coup, c'est dommage, j'avais déjà le même RPG Seigneur des Anneaux. C'était juste pas un jeu à licence, ouais, tout à fait. Non, c'était pas comme, c'est pas chez CACOM que, c'était quand j'étais freelance, Eric Tech. Ça s'est jamais passé comme ça chez CA. Quoique j'en ai entendu des vertes et des pas mûres chez CACOM. J'ai entendu quand même un patron de la grande distribution française me dire Amazon, dans 2 ans, c'est fini. C'était il y a 7, 8 ans. C'est pas fini, Amazon, je crois. Euh, le problème, c'est pas les nouveaux bénéfices, mais leur répartition qui va être difficile. Ouais. Euh, depuis, c'est lui qui est fini. Non, non, ça va encore. La mode internet, ça va passer, ouais. Ouais. Bah, en tout cas, effectivement, t'as raison, et merci de me ramener dans l'article, Bidibule. Amazon dans le gaming, ça passe pas. Comme quoi, on peut être énorme et se planter. Le gaming, c'est pas facile. C'est pas facile de faire des jeux vidéo. C'est pas un jeu d'enfant, les jeux vidéo. Et c'est pas parce que tu investis des milliards de dollars que tu vas y arriver. C'est ça que j'aime bien encore dans le jeu vidéo et dans le cinéma et dans tous les arts. Euh, c'est que parfois, des petits sans moyens peuvent encore faire des cartons planétaires, même si c'est de plus en plus difficile. Mais quand même, quand je vois un jeu comme Valheim qui cartonne, qui a coûté mais 1 milliard de fois moins cher que des gros trucs qui se plantent dans le mur, quoi. Euh, Pourtant, leur IA a beaucoup de jeux vidéo pour apprendre comment faire des jeux vidéo. Bah, comme quoi, hein, l'IA, ça fait pas tout. Il y a peut-être un petit ingrédient secret hein, qui s'appellerait le talent, et ça, pour l'instant, l'IA sait pas faire. On continue dans les articles, et on va parler des fêtes clandestines. Les fêtes clandestines. Alors, c'est intéressant parce que j'ai lu cet article et juste avant, j'ai lu l'article d'un mec qui s'est fait mais démonter son appartement par des locataires Airbnb qui ont fait la fête dans son appart, mais qui lui ont démonté son appart. Mais démonté littéralement. Les mecs, ils ont démonté des trucs qu'on ne peut pas démonter normalement dans un appart. En gros, ils lui ont mais démoli sa propriété. Donc, tu lis ce genre d'article, tu fais oh putain, mais quelle bande d'enfoirés. Mais je vais vous lire un article qui dit aussi mais quelle bande d'enfoirés, ces proprios. C'est intéressant toujours de se mettre des deux côtés. Entre boîtiers de détection sonore et brigades de casseurs d'ambiance, les startups surfent sur la vague de l'interdiction des fêtes. Il y a une multiplication des dispositifs dits de surveillance sonore dans les locations à courte durée. Et effectivement, c'est devenu une mode depuis le confinement, l'interdiction des fêtes, la fermeture des boîtes, des bars, des lieux de rendez-vous, louer des appartements ou des pavillons sur Airbnb ou autres plateformes de location à courte durée pour s'y réunir. Certains en ont aussi profité pour se faire un petit billet sur cette recette, pas vraiment dans les clous des recommandations sanitaires. Parce que nous ne nous en trompons pas, il y a aussi certains proprios qui ont flairé l'opportunité de louer leurs trucs pour des fêtes. Hein. Ah, si tu vois deux jeunes arriver avec des canettes de bière, tu te dis pas que c'est pour passer un week-end de lecture. Bon, bref, quoique on peut lire et boire. Ça devient difficile au bout d'un certain nombre de bouteilles. Mais bon, bref. En tout cas, les propriétaires d'Airbnb sont furax. Leurs apparts sont mis sans dessus-dessous et ils ont des gros problèmes de voisinage, des problèmes avec les flics à cause de locataires qui organisent des fêtes dans les Airbnb. Du coup, ce qui est très à la mode, c'est des petits boîtiers qui mesurent le niveau sonore dans l'habitation. Ce nouveau genre de surveillance qui permet de mesurer à distance le niveau de bruit dans un logement loué. Et apparemment, d'en déduire si une fête s'y tient. Le géant américain de la location en a profité d'ailleurs pour conseiller ces boîtiers à ses hosts. Il leur conseillait de s'équiper en dispositifs de prévention contre les fêtes qui flirtent doucement avec le flicage quand même. Il y a notamment le boîtier Minute qui va plus loin que la simple surveillance sonore. Ce petit boîtier blanc qui ressemble à une alarme incendie
permet, selon Airbnb, de surveiller à distance le niveau sonore, la température, les mouvements, le taux d'humidité, tout en assurant de préserver la vie privée de vos voyageurs. L'idée n'est pas de mettre des micros dans l'habitation, ni des caméras pour surveiller, parce que ça, vous n'avez pas le droit, hein, encore heureux. Mais c'est en gros un boîtier qui est réglé à un certain nombre de décibels, et si le bruit de l'appartement monte au-dessus de ces décibels, il y a une alerte pour le propriétaire, qui à ce moment-là peut venir voir ce qui se passe ou appeler le locataire pour demander ce qui se passe, quoi. Donc, a priori, c'est pas des boîtiers d'espionnage, hein. Il y a eu des histoires quand même de mecs qui avaient mis des caméras et des micros dans leur Airbnb pour surveiller les locataires, donc la tentation est grande quand même. Il y a également le capteur intérieur Noise Aware qui prévient directement le propriétaire si les bruits sont très importants constatés dans la location. Non. Il y a également, et là on va plus loin, une start-up espagnole qui se développe avec le service Room Monitor qui s'implante doucement en France, notamment à Paris et à Lyon. Comme Minute et Noise Aware, elle permet un contrôle du niveau sonore dans le logement, mais elle peut aussi envoyer directement des avertissements sur le téléphone des locataires de l'appartement, leur disant « Vous faites trop de bruit, il faut baisser d'un ton. Hein. Monsieur, vous êtes très content de voir madame, c'est bien, mais baissez de quelques décibels. » Waouh, je reçois un message comme ça, mais bref. En complément, un standard téléphonique est déployé pour permettre au voisinage de dénoncer directement les abus. Ça commence à glisser là. Un standard téléphonique est déployé pour permettre au voisinage de dénoncer directement les abus. Après, attendez. Là, on est là, oula, liberticide, danger, machin et tout. Mais vous l'avez déjà vécu, si vous avez vécu dans un immeuble, il y a une location Airbnb. Vous avez un mug à présenter à 8h du matin, vous vous réveillez à 6h du matin, et à 4h du matin, c'est boum, 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 boum. C'est dur. C'est très dur. C'est très dur, et on se transforme très vite en vieux con, quand même, hein, qui va frapper à la porte. Et c'est dur. Donc, toujours difficile, ce genre de débat. Go acheter une maison. Merci pour ta solution, Kensil. Absolument pratique et facile. Montez vos subs. J'irai m'acheter une maison. Ok, on va fixer un sub goal si vous voulez. Hein. Moi, je mets le prix d'une maison. Sub goal, j'achète la maison. Ça me va. Et Kensil, je veux que tu sois le premier contributeur. C'est là Kensil. Merde, j'aurais mieux fait de fermer ma gueule. J'aime pas qu'on me perturbe la nuit quand je parle. S'il y a des mugs où je suis de mauvaise humeur, j'ai une mauvaise mine, et je sais, hein, certains se sont plaints, ils ont dit « Comment ça se fait que Jérôme n'est pas en pleine forme tous les jours ?» Nom de Dieu, c'est pas possible. Eh ben, c'est à la cause de mecs qui font « poum, 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 poum » à 4h du matin, voilà. La dénonciation dans ce pays, c'est une tradition. Tout à fait, respectons les traditions. Mais attendez, ça va plus loin. Cette start-up espagnole dont je vous parlais ne s'arrête pas là. Elle propose un service supplémentaire. Ce service s'appelle Alarme Assistant. Il s'agit de casseurs d'ambiance. J'adore le terme. J'ai quelques souvenirs de potes que j'aurais bien appelé casseurs d'ambiance. Je connais quelques casseurs d'ambiance. Alors, termine l'article et après je pars dans mes délires. Casseurs d'ambiance employés par Room Monitor et qui peuvent intervenir directement au domicile loué par les contrevenants. Ces brigades de surveillance du bruit peuvent intervenir en moins de 30 minutes apparemment pour calmer le jeu, explique-t-on chez Room Monitor. Les villes de Barcelone, Madrid et Paris sont déjà couvertes par ces brigades d'un genre nouveau qui jouent autant un rôle préventif, assure-t-on, mais peuvent être amenés à appeler les forces de l'ordre en cas critique. En gros, ils le disent, Room Monitor recrute d'ailleurs des casseurs d'ambiance et ils disent c'est réunir en un seul homme la réactivité d'un livreur Deliveroo, l'autorité naturelle d'un videur de boîte de nuit et le tact d'un médiateur capable de dénouer les conflits. Bonjour, je suis casseur d'ambiance. C'est un petit peu ça quand même. C'est peut-être un futur métier, le casseur d'ambiance. Voilà.
Bon, après, encore une fois, tout ça ne part pas de mauvaises idées. Si vous avez déjà vécu du tapage nocturne, si on vous dit vous pouvez envoyer des casseurs d'ambiance, ouais, vous avez envie de le faire, quoi. On va pas se mentir. Et tout le monde a été jeune, tout le monde a fait la fête. Il y a pas, le monde n'est pas figé avec des vieux cons et des jeunes qui font la fête. Je veux dire, c'est juste que c'est compliqué. C'est compliqué quand tu mets la musique à fond à 4 heures du matin dans des appartes, quoi. C'est compliqué. Euh, Moi, en fait, mon truc, si c'est le week-end, mais alors je dis rien, tu peux faire un Nouba jusqu'à 6 heures du matin, moi je mets mon truc anti-bruit. Voilà, c'est le week-end. Jamais je suis allé gueuler un week-end. Par contre, la semaine, ah non, 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 la semaine, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Mais alors, moi, tu vois, je devrais lancer une start-up. Moi, j'enverrais un truc beaucoup plus malin. Des vrais casseurs d'ambiance. Des mecs, tu vois, pas du tout costauds, machin et tout. Mais des mecs qui viennent plomber une ambiance. Tu les envoies en infiltration dans les soirées. Alors, ça peut être soit le mec qui malencontreusement renverse la dernière bouteille d'alcool qui reste. Oh merde! Oh, putain, je suis désolé! Oh putain! Merde, on n'a plus rien à boire. Ou alors le mec qui vient de te faire de la philosophie de comptoir, mais qui est assez hypnotique, tu vois. Et du coup, il n'y a plus personne qui danse. Ou le mec qui vient ou le mec qui vient vomir un peu partout aussi, ça c'est un bon casseur d'ambiance. Je pense que voilà, il y a des trucs beaucoup plus créatifs à faire pour des casseurs d'ambiance. On envoie comme ça des agents infiltrés ou un mec qui va prendre toutes les dernières chips et tous les derniers sandwichs qui restent et les lèche tous en disant c'est à moi, c'est à moi, c'est à moi. Ça peut bien casser l'ambiance, quoi. Euh... Ou le mec un peu bourré qui sort avec toutes les nanas de la soirée en faisant un peu le forcé. Non, ça c'est pas bien. Mais voilà, des vrais casseurs d'ambiance. Ça serait chouette, quoi. Ou le mec qui dit attendez, je vais vous passer ma playlist. Et c'est que des trucs pourris. Et le mec refuse de laisser la platine. Euh... Le mec, il va repartir à le bras cassé. Oui, mais ils sont payés pour. J'aime bien ton histoire de chips, les expériences de Jérôme. Si vous saviez. Si vous saviez. On en a fait des bêtises. Euh, Ça sent le grand vécu. Enfin, week-end, ok, mais pas jusqu'à 3 heures du mat, ou alors qu'ils viennent pas se plaindre à 7h30. Ah oui, non, je suis d'accord. Moi, ils font la fête jusqu'à 6 heures du matin. Par contre, moi, la perceuse, c'est à 7 heures hein, du matin. Et c'est marrant, j'éprouve une envie folle de faire des trous dans le plafond. Avec, non pas une perceuse, mais un perforateur. C'est celui qui fait des vibrations aussi. Ah bah oui, non mais moi je vous ai pas dérangé, hein. Maintenant moi je fais mes travaux. Le mec qui propose un concours, il éteint la stéréo. Ouais, on va faire un jeu, j'ai un super jeu. Et le mec il éteint la musique. Bon casseur d'ambiance. C'est payé combien? Jérôme casseur d'ambiance de père en fils, ouais. Jérôme le lécheur de sandwich. C'est à moi, c'est à moi, c'est à moi. Oui, je l'ai fait. Je l'ai fait dans des buffets où il n'y avait pas grand-chose à manger. On arrivait avec les potes. C'est à nous, c'est à nous, c'est à nous. C'est pas bien de faire ça. C'est très drôle, mais c'est pas bien. Un compresseur pour gonfler les gens à 7 heures du mat, ouais. Et le week-end, ceux qui bossent à 6 heures, on fait quoi? Oui, Douanette, si tu bosses le week-end, c'est comme si, voilà, il faut pas le faire. Je suis d'accord. Moi, je vous ai dit juste comme moi, ce que je faisais par rapport au tapage nocturne. Je suis cool le week-end, la semaine, je suis pas cool. Voilà. Le village s'endort, elle ne se réveillera jamais. Euh, J'avais fini par mettre un brouilleur pour que le son fonctionne plus, car le son à bloc était 7 jours sur 7. Non, non, mais c'est pour ça, des enfers de voisinage, ça existe aussi, hein. C'est pénible le tapage nocturne, même en week-end, surtout quand on a un travail décalé. Oui, mais enfin, c'est là où c'est pour ça. Enfin, putain, laissez les fêtes se faire aussi. Surtout que j'ai envie de dire, en ce moment,
Waouh, pas simple d'être jeune, hein. Pas simple d'être jeune. Euh, Non, pas de fête. Interdit les fêtes. En ce moment, tolérance zéro ou presque. Ouais, ouais, c'est pas simple. Bon, revenons quand même à notre sujet. Cette surveillance sonore, c'est bien, c'est pas bien, c'est dangereux quand même. Attention à la collecte de données. Il faudrait vraiment effectivement qu'il y ait un contrôle. Parce qu'autant je comprends qu'un propriétaire veuille protéger son bien, en même temps, il y a quand même un côté sérieusement flicage. Je suis pas sûr de ma réaction si je vais dans un Airbnb où on me dit il y a des dispositifs pour contrôler le niveau sonore de l'appartement. Voilà, il n'y a pas que des fêtes où on... Enfin, bien sûr, je suis pas quelqu'un qui fait du bruit sciemment, mais pour moi, ça me froisse un peu côté liberté quand même. Waouh. Je- Enfin, c'est plutôt d'un dispositif de surveillance. À la limite que les voisins soient une surveillance et je fais pas trop de bruit pour pas déranger les voisins, ça fait appel à ma responsabilité, voilà. Mais qu'un dispositif électronique soit là pour sonner si je fais trop de bruit, je suis pas fan, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez vous, ça vous dérange pas qu'il y ait un dispositif si vous louez? On va faire un sondage. On va faire un sondage. C'est le moment pour un sondage. Euh, dispositif anti-bruit dans les locations. Hop. Ah mais merde, je tape direct le... Il faut déjà que je fasse slash pôle. Attendez, hop, j'ai un petit problème. Voilà. Hop. J'envoie le sondage. Pour. Ouais, je fais les sondages à la Jérôme, hein. Vous êtes pour, vous êtes contre, ou vous fermez votre gueule. Hein, on n'est pas en démocratie non plus, faut peut-être pas déconner. Voilà, un bon sondage totalitaire. Et qui d'ailleurs, on est à 50-50. Pour, contre. Pour l'instant, c'est le contre hein, qui domine à 68%. Mais le pour est quand même 28 votants. Ça se tient, ça se tient. Alors, dispositif anti-bruit, en fait, je reprécise, ça serait un boîtier qui aurait dans les locations et qui dirait quand vous faites trop de bruit dans la location. Soit une alarme. Oui, oui, vous avez encore plus de bruit. Non, c'est pas une alarme. Vous recevriez une notification disant vous faites trop de bruit dans l'appartement. Euh, Qui prévient le proprio, ouais. Eh, ça se tient, 47-53%. Le débat est vraiment... je pense qu'il y a les propriétaires d'un côté, les locataires de l'autre, en fait. Pour seulement si c'est hyper encadré sur la collecte de données. Mais même... Enfin, voilà, moi, je me mets à ma place. J'arrive dans une location de vacances et on me dit, il y a un dispositif. Déjà, si on m'informe, c'est bien. Mais on me dit, il y a un dispositif anti-bruit pour pas que vous fassiez la fête. Je sais que je vais pas faire de fête. Je sais que je vais pas faire de bruit. Ça me gêne qu'il y ait un dispositif anti-bruit. Je vous le dis. Moi, je suis plutôt contre, hein. Euh, Tu biaises. Ah, mais moi, mes sondages sont complètement. Vous êtes complètement biaisés hein, chez moi, hein. Vous attendez pas à des sondages objectifs ou... Nous, c'est l'URSS du sondage, hein. Le contre gagne Ah, mais d'une courte 52% pour le contre,
C'est pas énorme. 48% pour. Donc il y a un vrai débat. C'est très intéressant. Très très intéressant. C'est très serré. C'est très très serré. Je suis d'accord, il faut pas tolérer les nuisances. C'est plutôt le fait qu'il y ait un dispositif automatique qui mesure mes nuisances possibles. Je suis locataire, j'ai des droits quand même. J'ai des droits à la... Je sais pas, je trouve que c'est des trucs de flicage. Ça me donne pas envie de louer, tu vois. C'est ça que je dis. Donc, au bout d'un moment, les proprios, ils ont l'air bien cons quand plus personne ne loue aussi, hein. Je comprends qu'un propriétaire dise oui, mais c'est mon appartement, c'est à moi. Mais comprenez aussi un locataire qui loue, qui dit c'est ma vie. C'est toujours, de toute façon, un conflit entre les proprios et les locataires. Le propriétaire, c'est chez lui, mais un locataire, c'est chez lui aussi. Et c'est sa vie. Et c'est pour ça que c'est jamais simple, le rapport entre les deux. Dispositif uniquement dissuasif comme les radars pour demander de ralentir, ça peut être une idée. C'est juste que de savoir que le boîtier blanc là dans la chambre, au-dessus de ma tête quand je dors, il est là pour mesurer mon bruit. Moi, je vous le dis, ça me dérange. Et vous comparez ça, enfin, je trouve que la comparaison est un peu odieuse, mais vous comparez ça à des radars routiers. La vitesse tue, le bruit non. On parle de nuisances de voisinage. Attention, je ne suis pas en train de dire je suis pour les nuisances de voisinage. Hein, mais il y a une fête improvisée, il y a du tapage nocturne. On va une première fois, on prend son courage à deux mains, parce que c'est vrai que parfois il faut du courage. On met son pantalon, n'y allez pas en slip. On frappe à la porte, on dit est-ce que vous pouvez baisser la musique, on le fait. Voilà. Ils le font pas, j'appelle les flics directement. Non, je sais, c'est pas un droit inaliénable de faire chier le monde. Mais vous voyez le tapage, vous voyez le bruit que comme du tapage. Euh, Qu'est-ce qui se passe si, effectivement, je sais pas, je fais un cauchemar, alors je fais une situation catastrophe, je fais un cauchemar, je pousse un cri. Le détecteur se met en route, j'ai des casseurs d'ambiance qui débarquent. Bof. Je suis propriétaire, je suis contre. Le problème, c'est que beaucoup de gens propriétaires ou locataires savent pas vivre en copropriété. Bien sûr, mais alors, bon, je vais remettre le débat à leur place. Je suis d'accord que plein de gens sont mal élevés, qu'il y a des locataires qui abusent. Mais ça doit passer par la responsabilité des gens. C'est pas en mettant des trucs de flicage qu'on résolve tout. Je suis pas certain en plus que ça résoudra le problème. Je vous garantis qu'il y aura plein de jeunes qui auront des dispositifs annihilateurs de votre détecteur de bruit et ça sera encore pire. C'est pour ça, c'est plus la solution. Je suis pas en train de dire que c'est pas un problème. Je suis plus en train de dire que la solution au problème n'est peut-être pas la solution au problème. Le bébé fait ses dents et le gars débarque. Bah oui, il y a les cris d'un enfant aussi, effectivement. C'est irresponsable déjà son comportement puisque tu es conscient de mettre la musique à volume élevé. Le moyen serait pas l'éducation et le respect des autres. Si, c'est le meilleur moyen, l'incitatif. Mais bon, voilà. Débat intéressant. Mais à être trop pour des dispositifs de flicage, on risque de se retrouver dans un monde difficile, compliqué, très compliqué. Allez, un monde qui n'est pas compliqué du tout, c'est le monde de notre sponsor ExpressVPN. Oula, accès illimité dans le monde entier. ExpressVPN, on vous en parle. Si vous cherchez un VPN, si vous cherchez à changer de VPN, si vous vous demandez
si un VPN va vous servir à quelque chose, eh ben, moi, je vous propose d'essayer avec ExpressVPN. C'est satisfait ou remboursé. Donc, vous avez 30 jours pour vous faire une idée, déjà, si vous avez besoin d'un VPN ou pas, parce que je vais pas vous mentir. Euh, Si vous n'avez pas besoin de VPN, je vais pas être du genre à vous dire ah mais il te faut absolument un VPN. Non, ça serait mentir, ça serait de la vente forcée. C'est pas comme ça qu'on fait dans la maison. Nous, on vous dit si vous trouvez que vous avez besoin d'un VPN, ExpressVPN est une bonne solution de VPN d'après nous. Pourquoi on peut avoir besoin d'un VPN? Bah, c'est pour regarder du contenu dans d'autres pays où on n'a pas le droit de le regarder en France, hein, du Netflix américain ou de ce genre de choses. C'est pour protéger aussi une partie de votre vie privée. Ça ne résout pas tous les problèmes. Ça vous permet, si vous utilisez des points d'accès Internet publics, de ne pas mettre trop en danger vos données. Voilà, c'est à ça que sert un VPN. Mais le mieux, c'est que vous testiez par vous-même. En plus, si jamais vous êtes convaincu avec notre lien, vous obtenez 3 mois gratuits sur un abonnement de 12 mois chez ExpressVPN. Donc, on vous invite à le faire. Voilà, je vous montre un petit peu. Bah voilà, le 30 jours satisfait ou remboursé, la garantie de remboursement ExpressVPN. Nous, on les remercie en tout cas de nous aider à vous proposer ce live que j'espère que vous appréciez. Et je ne fais pas un sondage parce que je ne prends pas de risque. Jérôme, j'ai pris ExpressVPN. Je suis actuellement en Grèce. Il est impossible de regarder Prime Video avec ExpressVPN. Prime me dit que je dois enlever mon VPN. Alors, ça ne résout pas tous les problèmes. Effectivement, il y a un jeu de chat et de la souris entre les trucs de contenu, Netflix, Prime et les VPN. Et oui, certains et certaines fois, il va détecter ton VPN et il te dit de le désactiver. C'est la tolérance, on va dire, de ton truc. Je sais que Amazon Prime, ça marche pas avec un VPN. Ouais. Je suis d'accord. Netflix, ça marche. Donc, voilà une bonne raison de tester, par exemple, un VPN. Les gens qui vous disent VPN, ça vous permet de regarder le contenu dans le monde entier, non, c'est faux. Certaines plateformes de streaming ne veulent pas des VPN. Donc, autant tester si votre plateforme favorite fonctionne avec un VPN ou pas. C'est le cas avec tous les VPN, ouais, tout à fait. Oui, non, non. Les VPN, c'est pas le business des adblockers. Non. Je suis d'accord que c'est des business on pourrait avoir un débat hein, sur tout dépend de l'usage que que tu fais de ton VPN. Hein. Là, encore une fois, c'est la responsabilité aussi de l'utilisateur. Mais non, moi je comparerais quand même pas les VPN à des adblockers. Allez, il est temps qu'on passe à la tartine, je la lance. Et la tartine, on va parler de l'espace et notamment, on va parler aussi hein, de Thomas Pesquet. Puisque ça y est, c'est un go, les voyants sont en vert pour le départ de Thomas Pesquet pour la mission Crew 2. Le décollage devrait avoir lieu le jeudi 22 avril, donc cette semaine, 22 avril à 6h11 du matin, heure locale, du Centre Spatial Kennedy en Floride. Donc midi, notez-le, midi 11 en France métropolitaine. Il devrait y avoir le décollage. Bon, après, vous savez que les décollages peuvent être retardés ou quoi que ce soit. 3 astronautes seront à bord de la capsule Crew Dragon avec Thomas Pesquet. Il y a l'Américain Shane Kimbrott, sa compatriote Catherine Megan MacArthur et le Japonais Akihiko Yoshida. Les 3 ont déjà eu au moins une expérience de séjour, donc c'est des vétérans. Ils ont au moins une expérience de séjour dans l'ISS. Ils resteront en orbite pendant 6 mois. Leur retour est planifié pour la fin d'octobre 2021. Ce vol habité sera le 3e opéré par SpaceX après une première rotation début 2020 pour
qualifier une fois pour toutes le savoir-faire de l'entreprise américaine Demo 2 et d'une deuxième quelques mois après, cette fois dans le cadre d'un premier convoyage d'officiels astronautes, Crew 1. Ce sera la première fois que SpaceX transporte des astronautes n'étant pas américains. J'ai deux choses à dire sur cette news et on va partager ensemble. La première, c'est que je vous invite vivement à aller voir l'interview et chapeau à Popcorn d'avoir eu l'interview de Thomas Pesquet, parce qu'il dit un truc que j'ai trouvé hyper intéressant, Thomas Pesquet. D'abord, c'est un personnage hautement sympathique. Il passe très bien dans les médias, il est vraiment très bon, il sait très bien s'adapter au ton Popcorn de l'émission Popcorn. Il fait pas faux jeune, mais il a su les faire rire. Enfin, vraiment, c'est un bon. C'est ce qu'on appelle un bon client en termes médias. Il est bon. Ils étaient un tout petit peu intimidés. J'étais mort de rire quand Ponce essayait de poser une question qui s'est un petit peu pris les pieds dans sa question, mais qui était une question hyper pertinente. Mais waouh! Et Thomas a très bien répondu. C'était vraiment intéressant. Donc, je vous conseille vraiment d'aller voir cette interview. Mais le truc que j'ai trouvé hyper intéressant et moi qui m'a shifté ma manière de penser. Plusieurs fois, je vous ai dit, moi qui viens de l'époque où l'espace c'était contrôlé par les pays, je vous disais, c'est un peu choquant de voir l'espace qui maintenant, c'est les milliardaires qui décident de la conquête spatiale. C'est les Elon Musk, c'est les Jeff Bezos, c'est eux qui ont pris... La NASA, dans ma tête, était devenue un petit peu le truc un peu ringard, troisième zone, et que maintenant c'était SpaceX, c'était Blue Origins, machin, et j'entrevoyais un futur de l'espace fait de compagnies privées qui décidaient de faire ça ou ça. Thomas Pesquet remet les pendules à l'heure, et on voit qu'il n'a pas froid aux yeux. Parce qu'il grimpe quand même dans un vaisseau construit, on va dire, par les équipes d'Elon Musk. Et il dit, attention, Elon Musk, il est gentil, je l'aime bien, mais c'est pas Elon Musk qui va décider si on va aller sur Mars ou pas. C'est pas Elon Musk qui va décider de la colonisation de la Lune ou pas. C'est la NASA. Et il dit, les médias ont présenté les choses autrement, mais finalement, autrefois, qu'est-ce qui s'est passé dans les années 50, 60, 70, 80, 90, 2000, le gouvernement américain concevait, par exemple, la navette américaine, les fusées, et ensuite faisait sous-traiter par Boeing, Lockheed et d'autres entreprises. En France, nous, avec Ariane, on construisait, le gouvernement construisait la fusée, mais faisait sous-traiter les pièces. Il dit là, tout ce qui a changé, c'est qu'on a shifté. C'est-à-dire que maintenant, la NASA arrive avec un cahier des charges. Voilà ce qu'il nous faut pour faire ça et comme mission. Qui veut le fabriquer, la navette? On s'en fout à quoi ça va ressembler. Faites ce que vous voulez. Il faut juste que ça marche. Mais c'est la NASA qui reste décisionnaire. Et il le dit 2 fois dans son interview. Il dit, c'est pas Elon Musk qui va décider qu'on aille sur Mars ou pas. C'est la NASA. Ou en tout cas, c'est les États qui vont décider. J'ai trouvé ça fort et puissant comme message. Cet homme est parfait. Oh, il a probablement des défauts. Mais il est pas mal. On est fiers quand même de Thomas Pesquet. On a un petit cocorico pour les Français, là. Friou s'est abonné avec... Merci pour ton Prime. Merci Friou. Il y a plein de gens que je dois remercier. Je vais le faire tout à l'heure. C'est différent car dans les années 50, les entreprises privées spécialisées dans l'espace n'existaient pas encore. Tout à fait. Mais moi, ça a changé ma perception. Je n'ai plus cette perception que c'est les entreprises privées qui vont tout décider pour la conquête de l'espace. C'est quand même la NASA, c'est quand même l'Agence spatiale européenne, c'est quand même toutes les agences spatiales et c'est rassurant. Et je veux que ça reste comme ça en fait. Rien n'empêche Musk de lancer à son compte et donc décider sans la NASA. Je suis pas sûr de ça, Christophe. Il faudrait vérifier. Je suis pas sûr de ça. Tu sais, il y a quand même des législations sur qu'est-ce qu'on a le droit de balancer ou pas dans l'espace.
Je... Alors, attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Il est évident qu'une partie de la conquête spatiale sera faite par le privé et des entreprises avec des notions de bénéfices, etc. Il n'y aura pas... On n'a pas colonisé le monde en empêchant le commerce. Au contraire, le commerce est un facteur de découverte du monde. Enfin, le monde est tel qu'il est grâce au commerce aussi. Hein. Ne crachons pas toujours sur le commerce. Le commerce est un facteur d'innovation, un facteur d'exploration, un facteur de stimulation humaine indéniable. Mais ça ne peut pas être le seul. L'appât du gain ne peut pas être le seul moteur de l'exploration humaine de l'univers. C'est évident. Les espaces aériens sont soumis à des autorisations de vol. En tout cas, c'est une dynamique qui va être intéressante à observer. Et j'ai trouvé ça assez fort. Et peut-être qu'il s'est fait engueuler par Elon Musk derrière son interview. Hein. Mais j'ai trouvé assez fort que Thomas Pesquet dise Elon Musk, on l'aime bien, mais c'est pas lui qui va décider si on va sur Mars ou pas. Alors, est-ce que c'est du vent, ce qu'il a dit, Thomas Pesquet? Est-ce que Thomas Pesquet nous ment? Thomas Pesquet ment-il? Est-ce qu'on oserait dire que Thomas Pesquet nous a menti? Hein, je vous retourne la question. Euh, Thomas Pesquet est-il réellement dans l'espace? Pas encore. Thomas est un mytho. Vous êtes atroce, le chat. Je vais vous envoyer en orbite. Voilà. Et en orbite haute, celle où il faut plein de carburant pour vous envoyer. Euh, SpaceX va participer au projet Artemis, retour sur la Lune, ouais. Alors justement, j'en arrive à ma dernière question. Est-ce que l'exploration spatiale, voilà, la mission Artemis, recoloniser la Lune, Mars, est-ce que ça vous hype ou pas? Je sais que j'ai déjà posé les questions. J'avais déjà fait un sondage, mais je le refais. L'aventure spatiale. Alors, hop. Attendez que j'ai fait le sondage. Je sais que certains d'entre vous n'arrivent pas à voir le sondage. Je ne sais pas quoi vous dire. Essayez un autre navigateur. Euh, L'aventure spatiale. Votre avis? Alors, attendez, je vais choisir mes réponses. C'est incroyable. C'est incroyable, ça me hype. Ah merde. Bon, alors je vais juste mettre ça me hype. Ça me hype. Ouais, est-ce que je vais pas faire un truc, ça me hype pas du tout. Je m'en fous. M'en fous. Vous donnerez vos arguments dans la chatroom, je sais, de toute façon. Je m'en fous. Et on va mettre un dernier truc. Inutile. Alors, voilà. Ça me hype, vous êtes excité, vous pensez que c'est important. Je m'en fous. Vous êtes indifférent. C'est inutile. C'est pour toutes les personnes qui pensent qu'on ferait mieux de dépenser de l'argent à résoudre nos problèmes sur Terre plutôt que d'envoyer des hommes dans l'espace. Voilà. C'est un peu les. Mais j'ai pas. Je peux pas mettre beaucoup de mots dans les réponses. L'aventure de 1, point d'interrogation. Allez, je lance le sondage. Vous avez compris la nomenclature du sondage, je le répète. Ça me hype, vous trouvez ça excitant et vous trouvez que le jeu en vaut la chandelle et que les investissements sont nécessaires pour l'aventure spatiale. Je m'en fous, ça vous êtes complètement indifférent. Ça vous excite pas du tout, mais vous en foutez, pourquoi pas. Et inutile, c'est vraiment si vous pensez que c'est de l'argent foutu en l'air, que l'aventure spatiale ne sert à rien qu'à claquer de l'argent qu'on ferait mieux d'utiliser pour d'autres choses plus utiles sur la planète. Mmh. J'ai fait une énorme faute d'orthographe. Ouais, spatial, c'est avec un T, on est d'accord. Putain,
Vraiment désolé. Vraiment désolé. Deux fautes en amont. Ouais, ok, j'ai fait plein de fautes. Ok, 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 ok. Non, vous pouvez mettre ça sur le compte que j'ai une orthographe de merde. Voilà, c'est tout. À retenir le message. Hostilité. Ouais, non, ça va. Ah, putain, les messages de modération, va falloir que je m'y fasse là. Ça me hype, mais c'est inutile, faut l'avouer. Ah. Non, est-ce que vous pensez, quand vous dites ça me hype, est-ce que vous pensez que c'est important pour le développement de l'humanité aussi, hein, quand même, la recherche spatiale l'aventure spatiale. Tiens, j'en profite pour faire un randonneur à nos contributeurs du matin. Merci Avance Noodle pour ton prime de mois. Merci Friou46, ton 7 mois. Merci pour Seb2AGX pour ton 2 mois. Merci XVasman pour ton 2 mois. Merci La Jouve pour ton 5 mois. Merci T-Blaster pour ton 4. Merci Jimmy Lafleur pour ton 7 mois. Merci Cybersimp pour ton 7 mois. Merci SLXX 7769 pour ton 4 mois. Merci Robinerzek 21 pour ton 7 mois. Merci Ben Vangui pour ton 7 mois. Merci Monster Dra pour ton 3 mois. Merci, et voilà. Et merci à vous. Un grand, grand merci à vous. Et merci Pires-Dini pour ton 7 mois. Euh, Pas mal de technos aujourd'hui sont issus du spatial. Oui. Après, voilà, il faut pas non plus dire que. De toute façon, moi, ce que je dis toujours sur l'aventure spatiale, mon opinion, je vais répondre au propre sondage. Donc, vous avez l'air plutôt hypé, en fait, par ce. Merde, j'ai perdu les résultats du sondage. Putain, This is the way, ça augmente, hein. Ouh là là. Bon, bref. Moi, je pense qu'il y a deux choses. C'est inévitable. Euh, L'être humain dans son ensemble est attiré par les horizons lointains. On est toujours partagé entre notre envie de poser notre cul par terre et de dire ceci est ma maison et j'ai pas envie de bouger, et un appel irrésistible vers les horizons lointains et l'inconnu. Je pense que c'est la définition de l'être humain. Après, on est tous différents. Il y en a qui sont plus le cul posé par terre. Et c'est très bien aussi, hein, la sédentarisation. Hein. C'est comme ça qu'on construit. Mais il y aura toujours des gens qui seront attirés par qu'est-ce qu'il y a derrière la colline. Qu'est-ce qu'il y a après cette forêt. Qu'est-ce qu'il y a au détour du chemin. Et ça sera toujours une obsession. Et il ne faut pas aller à l'encontre de ça. Donc c'est dans notre nature humaine. Et deuxièmement, effectivement, je pense que l'aventure spatiale peut nous donner des réponses pour mieux s'occuper de notre planète. Et rien que d'avoir pris des images de la Terre et les premiers aventuriers spatiaux ont probablement beaucoup contribué à des prises de conscience écologiques sur la fragilité du vaisseau Terre. Et qu'on a intérêt à faire attention, parce que sinon, le vaisseau disparaîtra pas, mais ses occupants, oui. Nous. Peut-être qu'il y aura d'autres animaux qui survivront, mais nous, non. Euh, Et puis, si on veut atteindre Warp One et rencontrer les Vulcains, c'est pas en restant le cul sur Terre que ça va se passer. Ah, c'est clair. D'abord, c'est les Vulcains qui sont venus. Hein. Olek, petite faute. Petite faute. Hein, c'est premier moteur Warp, ce qui a permis aux Vulcains de déclencher le processus de First Contact, et alors que la Terre venait de sortir d'une guerre post-atomique. Bref. La mise à jour de Google Earth est assez intéressante en ce sujet, ouais, avec l'évolution de la planète, ouais. Qui a lancé Jérôme là-dessus? Ne lancez pas Jérôme sur Star Trek, l'émission va se terminer à 12h30.
Oui, c'est le développement du warp de Cochrane. Oui, je suis d'accord. Ouais, mais tu sais, moi, la sous-culture des Trekkies, hein, je suis team Star Wars. Oleg. Oh, ce serait bien Star Wars. Enfin, Star Wars, c'est des légendes, c'est de la mythologie, Star Wars. Star Trek, c'est l'histoire. Non, mais on est d'accord, Star Wars, tu leur mets des armures, une épée en fer, ça marche aussi. C'est pas de la science-fiction, Star Wars. Star Wars, c'est les mythes et légendes des livres d'enfants, tu vois. C'est pas de la science-fiction. Star Trek, oui, c'est la vérité, Star Trek. Jérôme, il est 9h25. M'en fous. Euh, vous pouvez suivre en direct le premier vol à 12h15. Mais c'est le 22, non? C'est pas aujourd'hui. Euh, non, les hommes vont toujours trouver le moyen de s'en sortir au risque et péril de toute autre espèce vivante. Ouais, enfin, il y en a pas mal qui crèvent en chemin aussi, mais ça fait partie de la blague. Star Trek, c'est pas terrible. Ah, Bidibule. Je ban Bidibule. Tous ceux qui critiquent Star Trek se prennent un ban. Sauf que sur Star Trek, ce que j'aime pas, c'est qu'ils sortent des solutions. Désolé, j'arrive pas à lire, ma vue se brouille. Ah, c'est le vol de l'hélico. Ah oui, c'est le vol de l'hélico sur Mars, j'en ai pas parlé. Mais ça aussi, c'est hyper excitant. Euh, Penses-tu pouvoir concurrencer Thomas Pesquet pour le prochain vol? Ah, si on envoie mes cendres, ouais. Oui, oui, c'est l'hélico sur Mars, pardon. J'avais. Oui, 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 ça c'est cool. Mais comme c'était la même heure, j'ai pas compris. Jérôme, tu vas te faire crier par Guillaume. Qu'est-ce que ça veut dire se faire crier par Guillaume? Crier dessus? Merci de m'envoyer un ban Star Trek. Qui peut faire un montage de Jérôme dans une tenue de cosmonaute? Pas besoin, j'en mettrai peut-être une un jour. Euh, c'est pas le centre de mon propos. Ce qui m'inquiète, ce sont ceux, situation actuelle, profitent le mieux, qui auront la place là-bas. Là, on parle sur des problèmes d'injustice sociale. C'est bien évident que les premiers qui partiront en tourisme spatial, ça va être les pétés de thunes, quoi. C'est pas. Peut-être qu'un milliardaire décidera justement de vouloir démocratiser le vol spatial. C'est un peu le but aussi, mais c'est évident que les premiers qui partiront, les sommes seront indécentes, hein. Pété de thunes et en bonne santé. Oui, mais on va. Désolé d'être très terre à terre, mais la vie est hyper injuste. Je sais pas quoi dire d'autre en fait. Ouais, la vie est injuste et qu'il faut combattre au maximum ces injustices. Mais la vie est injuste. Il y a des gens qui naissent riches, beaux, intelligents et qui ont une excellente santé. Et il y a des gens qui naissent pauvres, moches et avec une santé déplorable. C'est injuste. Il n'y a pas que le capitalisme d'injuste. Après, on pourrait discuter, est-ce que le capitalisme renforce des injustices? Et est-ce qu'il renforce toutes les injustices? Ça serait un débat très intéressant, avec deux bonnes bouteilles, mais pas là. Euh, oui, non, cela a beaucoup influencé de scientifiques. La scientifique d'origine indienne qui a participé au premier vol spatial a été influencée par The Next Generation. Ah, j'aime bien les débats sur Star Trek. J'apporte les bouteilles. Des personnes intelligentes. Voilà, ça va trop vite, vos commentaires. Les personnes intelligentes ne sont pas forcément les plus heureuses, hein?
Connard de beau et d'intelligent. Oui, gros rappel, Guillaume a raison de me rappeler à l'ordre à la dernière minute. Demain, c'est la keynote Apple, les gens. N'oubliez pas, c'est la keynote Apple. On ne sait pas à l'heure où ça se terminera, mais nous, on va dire vers 20h30, sauf si ça se termine plus tard, on fait une after keynote. Ça, c'est la spécialité de la maison. Nous, on n'aime pas parler pendant la keynote. On regarde la keynote en même temps que vous, on la digère et on vous la recrache au visage juste après sur le live. Et en plus, on aura Brandon de Proctor en invité pour cette after keynote. Donc c'est Guillaume, Brandon et moi. On vous présentera une after keynote demain. Donc si vous n'êtes pas en train encore de follower cette chaîne, je ne comprends pas. Qu'on m'explique, qu'on me donne tout de suite une raison de ne pas follow cette chaîne. Juste comme ça. Moi, je vois pas. Si vous n'avez pas encore follow, je vous comprends pas. Et ne le faites pas, à la limite. Parce que c'est pas normal. N'importe quoi. Il est 9h30, il faut couper le live. Et oui, je coupe le live. Non, mais venez, même si vous détestez Apple. Hein ? On va dire du mal d'Apple un petit peu aussi. Comme d'habitude. Comme d'habitude. La vie est injuste, mais c'est pour ça qu'il n'y a pas la hype de l'espace. Je ne m'amuse pas à voir des milliardaires. Il n'y a pas que des milliardaires dans l'espace. Justement, c'est pour ça que c'est important que la NASA continue ses programmes. Allez, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Soyez bons, soyez forts. Très bonne journée. Je suis là demain matin à 8h. Et vous aussi, j'espère. Je vais décider du raid de fin. Hop. Avant que je lance le générique. Qui on va raider ce matin? Tiens, on va raider fils de pub. Le fils de pub, hein, on n'a pas encore beaucoup raidé. Donc raid sur le fils de pub. Et je lance le générique et je vous dis bye bye.